Et dans moi, les arguments que je donnais pour essayer que les médias grand public parlent évidemment de la revue, c'est-à-dire que Jacques Villeneuve avait signé l'éditorial. Il y a un journaliste qui ne me croyait pas et qui m'a répondu très sérieusement, « Monsieur, si le fils de Gilles Villeneuve faisait de la course automobile, je le saurais. » Le podcast de Passion Auto est présenté par Duclos Chrysler et par Gasoline Vodka. Marcel, invité de marque, Philippe Brasseur. Bonjour. Bonjour. Fondateur de Pole Position, le magazine sur les séries de courses au travers le monde. Mais avant de commencer, je vous ai offert un petit drink ici. C'est du gaz. C'est juste du gaz. Okay. Fait que je vais faire des petits verres déjà. Moi, je vais m'en faire un petit. Moi, je vais rester à l'eau. Tu connais ma sobriété. Je connais ta sobriété, mais tu connais la mienne. Je suis content pour ceux qui sont capables d'en prendre. Tu connais la mienne? Oui. Toi, ta partie Pole Position, ça fait déjà un petit bout. 36 ans. 36 ans. Fait qu'en 90. Puis, c'est encore un magazine qui roule bien, qui fait sa bosse là, au Québec. Oui, c'est un magazine vraiment qui roule bien. Depuis une couple d'années, on a modifié un petit peu, c'est-à-dire la formule, c'est-à-dire qu'on fait moins d'éditions, mais plus luxueux, plus un item de collection. Puis je dirais que ça a amené pas mal de monde à s'abonner, à le garder et tout ça. On ne se cachera pas que la popularité à nouveau de la Formule 1, en tout cas, nous aide. Parce qu'on a constaté notamment l'année dernière une hausse de la vente en kiosque quand on mettait une voiture de Formule 1. Donc, je pense que ça c'est l'effet Drive to Survive et tout ça. Tu as le droit de mettre des photos de Formule 1 dans le magazine? Oui, nous autres, on a une entente avec une agence de photos qui couvre tous les Grands Prix de Formule 1. Donc, on utilise leurs photos. Puis, parce que je sais que moi, en vidéo, tu mets une vidéo de Formule 1. Oui, la vidéo, c'est autre chose. La vidéo, il faut que tu passes par la FOM, les organisateurs de la Formule 1, alors qu'au niveau de la presse écrite ou d'Internet et tout ça, parce qu'on a notre site web poleposition.ca aussi, mais au niveau de la presse écrite, on a nos propres ententes avec des agences, il n'y a pas de souci. Je vais aller au début. Parce que tu as combien d'éditions par année qui sortent? On ne fait plus que 4 numéros par année, mais justement, l'idée d'un magazine papier, c'est d'avoir quelque chose qui est un peu plus intemporel. Donc, on a beaucoup de sujets historiques. On a des collaborateurs qui vont justement se spécialiser là-dedans. Comme dans l'édition qui va sortir bientôt, on a les 50 ans du volant québécois qui a existé depuis 1976 et tout ça. Et donc, beaucoup de sujets historiques. Le but du magazine aujourd'hui, c'est de faire en sorte de donner de l'information que le monde ne retrouvera pas sur Internet. Parce que ça ne sert à rien de vouloir concurrencer Internet. Exactement. Évidemment, le monde a accès à tout de suite. Mais le but, c'est vraiment ça. C'est de dire, on vous offre un outil, un item de collection que vous allez vouloir garder, puis que 6 mois après, si tu lis un article, c'est encore d'actualité parce que c'est un peu intemporel. Ça coûte combien? C'est 9,95 la copie. Ah, c'est pas cher pour de ça. C'est rendu le seul magazine canadien de course automobile parce qu'il existait une revue en Ontario puis elle n'existe plus, fait qu'on est rendu le seul. OK. Parce qu'il y a beaucoup de travail là-dedans. Là. Oui, je te confirme que oui. Oui, c'est beaucoup de travail. Puis tu sais, quand tu as parti le magazine en 90, il y avait de la compétition. Oui, quand même. Puis ça, tu pars un magazine comment? En fait, l'idée, elle est partie d'une rencontre avec Normand Legault, qui était le promoteur du Grand Prix du Canada à l'époque, c'est ça. Et Normand, gérait évidemment le Grand Prix de Formule 1. Mais moi, ce qui est drôle, c'est que je vivais en Europe à ce temps-là. Et puis, j'avais répondu à une petite annonce d'une revue européenne pour écrire sur le championnat du monde d'endurance. J'ai envoyé un article, j'ai menti sur mon âge parce que j'avais 16 ans seulement à ce moment-là. Et on m'a pris. Et j'ai commencé à couvrir les épreuves du championnat du monde d'endurance, donc les 24 heures du Mans, 1000 km de Monza, toutes ces courses-là. Okay. Puis au bout d'un an et demi à peu près que j'avais écrit là-dessus, je m'étais mis un petit peu de sous, puis j'allais à l'école. Tu remarqueras que je dis j'allais à l'école et non j'étudiais, parce que j'étudiais pas beaucoup, mais j'allais physiquement à l'école. Okay. Et donc là, je me suis dit, pendant les vacances de Pâques, j'aimerais bien aller faire un séjour quelque part, dans un pays à l'extérieur où il n'y a pas de course automobile et tout ça. Et ma mère, qui avait des contacts, qui travaillait dans une station de radio de musique classique en programmation. Elle m'a dit, moi, je connais beaucoup de gens dans le monde de la musique classique au Québec. Va au Québec, ils vont t'accueillir là et tout ça. Puis on s'entend que musique classique et voiture, c'est un, là? Oui, si on veut. On peut dire que c'est une mélodie aux oreilles. C'est bon, ça. Il y en a qui aiment moins la mélodie des moteurs de course, mais pour certains, c'est une mélodie, oui, tout à fait. Et donc, je suis arrivé ici au Québec en avril 90 et la rumeur a commencé à sortir que
ce qui est devenu le Mondial Players, pour ceux qui s'en souviennent peut-être, qui était une course du championnat du monde d'endurance qui a eu lieu au circuit Gilles Villeneuve, qui a été un désastre. Mais donc, cette rumeur a commencé. Et je me suis dit, tiens, je vais écrire un article sur cette rumeur-là. Et j'ai demandé à rencontrer Normand Legault. Non, on ne savait pas encore que ce serait un désastre. J'ai rencontré Normand Legault, je lui ai donné une copie de cette revue européenne, puis il m'a dit, mais c'est fantastique que vous avez ça en Europe, parce que nous, ici au Québec, il existait une revue en français, qui était le magazine Formula Magazine à l'époque. Elle a été achetée par un éditeur de Toronto, elle n'est plus qu'en anglais. Donc, on n'a plus de magazine. Il y avait Pierre-Luc, qui est un journaliste qui avait un journal de sport automobile, mais il n'existait plus de magazine en langue française à ce temps-là. Et donc, quand Normand Legault m'a dit ça, je me suis dit, moi, j'ai 18 ans, mais why not? M'a partir une revue de course au Québec. Fait que je suis rentré en Europe, j'ai dit à mes parents, je m'en vais, je déménage, je m'en vais vivre au Québec, je crée une revue de course. OK. Ma chance, je vais juste terminer là-dessus, ma chance, c'est que le monde de la course automobile à l'époque, c'était quoi? C'était Players, c'était Molson, c'était des gros commanditaires comme ça. Ouais. Fait que moi, là, avec l'insouciance d'un kid de 18 ans. Dodge, Duclos, Chrysler, Fiat, Jeep. Étais-tu aussi un gros commanditaire à l'époque? Je m'en souviens pas. Non, OK. Mais t'as les dire qui sont à Valleyfield, Mercier, Longueuil et Laval. Et bientôt? Non, on n'a pas. Drummondville. Et voilà, c'est fait. Un scoop encore. Toi qui m'arrête un scoop. J'ai un scoop. Et t'habites au Québec. Oui, et donc j'ai lancé ce magazine-là, en fait, au Grand Prix de Trois-Rivières 1990. J'ai présenté ce magazine-là, ce qui est donc devenu Pole Position. Nice, OK. Je ne connaissais pas l'histoire. On se connaît depuis un certain temps. Je connaissais pas l'histoire. C'est l'insouciance d'un kid de 18 ans. Ouais. Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, là, je me poserais 1000 questions. C'est clair. Un projet comme ça. À 18 ans, tu te poses pas de questions. On se lance. On déménage, on part un magazine. Fait que tu as vraiment mis, en gros, on a le droit, vu que c'est un podcast, des couilles sur la table. C'était de dire, moi, je me pose pas de questions. De toute façon, je voyais que j'allais nulle part dans les études. Là. J'ai haïssé ça. Nombre de fois que je me suis fait pogner à lire des revues de course au cours de mathématiques, ça se compte plus. Fait que tu regardes. Moi, je suis pogné pour d'autres choses. Et toi, Johan, tu dis, ça fait longtemps que tu le connais? Ça commence à faire, écoute, oui, début de la Micra. 2015. 2015. Fait que moi, ça m'amène une question. Parce que Johan, il va te demander des anecdotes les plus croustillantes possibles. Fait que moi, je dirais, est-ce que tu as des anecdotes à nous conter un petit peu croustillantes sur Johan? Oh my God, non, je pense pas On n'a pas travaillé beaucoup ensemble. Non, on a fait des voyages de presse. C'est ça, mais on n'a pas travaillé... non, il ne m'a pas vu nu. Non, mais ça, je m'en plains pas. Ça manque pas à ma culture. Non. Mais en parlant de nu, tu as vu quand même... Pas fait le lien, là. D'après moi, il y en sait qui ne veut pas me compter. Non, mais en parlant de nu, tu as été quand même aussi... Tu as fait 1001 jobs. On dirait que tu as comme plusieurs vies, là. Tu as fait juge pour... Miss Hawaiian Tropic Canada. Miss Hawaiian Tropic Canada. Oui, j'ai été plusieurs années juge de ça, mais c'était pas à part de pole position. J'ai toujours eu pole position. J'ai toujours gardé pole position, mais c'est sûr qu'à un moment donné... Alors, l'histoire de Miss Hawaiian Tropic, c'est amusant parce que c'est qu'en fait, j'ai rencontré le fondateur de Hawaiian Tropic, la compagnie Hawaiian Tropic, Ron Rice. C'est quoi? C'est la crème solaire, c'est ça. Ron Rice, aux 24 heures du Mans, parce que le monsieur était un passionné de course fini. Okay. Puis, à chaque année, dans ces années-là, on parle des années 90, même jusqu'au début des années 2000, les Miss Hawaiian Tropic de tous les pays défilaient sur la grille de départ des 24 heures du Mans. C'est une autre époque, on va dire. OK. Ça avait beaucoup de succès. Et à un moment donné, dans une hospitalité, j'ai rencontré Ron Rice, comme je disais, qui a lui commandité des voitures aux 24 heures du Mans depuis le début des années 80, qui aimait vraiment ça, l'endurance notamment. Et on a parlé, je parlais évidemment de ma revue et tout ça, puis on m'a dit, nous, on aimerait bien avoir des médias qui sont juges de l'élection de Miss Hawaiian Tropic Canada. Donc, c'est passé par lui, en fait. C'est lui qui m'a fait... OK, mais lui, il s'occupait du Canada aussi. Non, pas du tout. Okay. Lui, il vivait en Floride, mais il m'a mis en contact avec la responsable de l'élection de Miss Hawaiian Tropic. Donc, j'ai été pendant 7-8 ans juge de Miss Hawaiian Tropic. Qui se ramasse juge là à part toi, là? Il y a eu la gang de Star Academy qui avait été invitée à un moment donné. C'est pas pire parce que je les avais pas reconnus quand ils sont arrivés au cocktail des juges. Je ne les avais pas reconnus non plus. Non, j'ai texté ma blonde pour dire, là, je suis avec Annie Villeneuve, connais-tu? C'est ça, et puis donc voilà. Sinon, il y avait des gens des médias, il y a eu des joueurs de hockey, tout ça. Ils invitaient toujours des personnalités, on va dire, soit du monde des médias ou de... Puis il n'y a aucune personnalité là-dedans que tu connaissais, là? Parfois, oui, c'est arrivé. Comme Patrice Brisebois, je faisais du karting avec lui parce que c'est le lien de la course automobile. Okay. Mais sinon, non, pas forcément. Non, personne.
Non, mais c'était une expérience. En fait, on a l'image aujourd'hui un peu de ces concours de Miss-là, comme si c'était quelque chose de voyeurisme. Mais en fait, quand on regardait ce qu'elle gagnait, il y en a une qui gagnait 1 an de contrat à Hollywood, par exemple. Il y a eu notamment une année Marie-Ève Dufaux qui a gagné, une Québécoise, qui est même devenue Miss Hawaiian Tropique mondiale. Puis elle, ça a lancé sa carrière à Hollywood, mais comme cascadeuse. Elle a fait de la course automobile, puis elle, ce qu'elle aimait, c'était les cascades et tout ça. Et donc, elle a été doublure d'un paquet d'actrices à Hollywood, en moto notamment. Elle faisait beaucoup de motos. Et elle a lancé, en fait, elle a obtenu, elle a fait ses contacts dans le monde vraiment du cinéma et tout ça, parce qu'elle a remporté l'élection de Miss Hawaiian Tropique. Donc, c'était vraiment quelque chose où tu voyais qu'il y avait des filles qui étaient là pour lancer une carrière de mannequin, de vedette de cinéma, etc. Donc, c'était pas... ça faisait rire le monde... 185 jours par année, mais la 186e journée où tu étais là, moi, je le faisais sérieusement parce que je savais qu'il y avait un avenir pour ces personnes-là qui allaient participer à ce concours-là. C'était pas un truc de fou. Là. C'est pas juste je suis belle. Non, il y a plus. Là. Non, elle parlait, il y avait un concours de personnalité un petit peu et tout ça. C'était très complet. Mais ça n'existe plus aujourd'hui. Ça n'existe plus aujourd'hui. Je l'ai vu en motoneige, là, conduire. Là. Oh, c'est beau. Ouais, elle a fait même du NASCAR Canada, Marie-Ève Dufaux. Elle a roulé en monoplace et puis en NASCAR. C'est une belle fille. C'est une fille qui a une tête sur ses épaules. Elle se tenait avec la fille d'un gars que je connais bien qui était un concessionnaire à l'époque. Il a vendu motoski, puis des caméras. Puis je l'ai vu sur motoneige, là. Il n'y a pas un gars qui suivait ça, là. Et elle a été porte-parole de Dodge une année. Ah oui? Oui. Tu vois? Elle avait été commanditée par Dodge en NASCAR. C'est donc crime. Ah oui, ça, le chéquier. Elle avait été commanditée par Dodge en NASCAR Canada et elle a même roulé aux États-Unis. Elle avait fait quelques bons résultats dans la série ARCA aux États-Unis. Pilote très talentueuse. Philippe, je suis content que tu parles de ça réellement, que ces concours-là, ça peut amener à d'autres choses. Parce qu'aujourd'hui, on dirait que tout ça, ça a une mauvaise perception, les concours de Miss Univers, Miss ci, Miss ça. Mais les gens, je pense, comme tu expliquais, qui savent bien, la fille qui s'est bien stannée, bien servir de ça peut l'amener loin, là, ça peut ouvrir des portes incroyables. Ben, je te donne un exemple. C'était comme un peu les défilés d'hôtesses sur la grille de départ du Grand Prix du Canada. C'était décrié beaucoup par des mouvements sexistes et tout ça. Pourtant, le Grand Prix du Canada, il s'assurait de faire affaire avec des designers québécois. Puis elle portait ces vêtements-là. Ça mettait en valeur, c'était des vrais mannequins professionnels. Ça mettait en valeur toute une industrie. Aujourd'hui, on va dire, ben, c'est des great kids, c'est-à-dire des enfants qui viennent là bénévolement. Donc, somme toute, au lieu de payer des jeunes femmes qui mettaient en valeur des produits québécois, on fait travailler bénévolement des enfants. Ça s'appelle le progrès pour certains. Moi, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Non, j'avoue, voilà. J'avoue. C'est intéressant ce qu'il dit là. Ouais. Tu sais, cette valeur qu'on perd ces opportunités-là pour tous les créateurs, là, tu sais, c'était une super de belle opportunité. Je te donne un exemple. Au Japon, ça a souvent été, parce qu'il y a une implication beaucoup plus grande des manufacturiers automobiles là-bas dans le sport automobile, mais ça a souvent été comme une espèce de presque de lutte d'agences de mannequins qui voulaient justement pouvoir être présentes dans des événements importants de sport automobile là-bas. Parce que voilà, ça a une autre image que un peu la fille de Charles, le côté parfois dégradant que certains ont voulu amener, alors que je pense que quand c'est professionnel et tout ça, tu peux avoir du monde. Voilà, la beauté a le droit d'être mise en valeur à un moment donné. C'est pas sexiste. Ça m'amènerait à une autre question. Tout à l'heure, je regardais cette semaine. Un gars, tu dois connaître, Benoît Morissette. Il fait des choses sur les courses, puis il parlait justement les courses aux États-Unis. Il disait il arrivait de telle place, à Atlanta, je pense qu'il y avait 60 000 personnes. Puis il dit au Canada, il faut se battre les équipes. Moi, je sais, j'en ai une équipe de NASCAR. On paye pour courser. Aux États-Unis, c'est rentable. C'est une industrie incroyable. C'est la population aussi. Ça aussi. Oui, il y a la population, mais il y a la perception aussi, comme Philippe le disait des fois pour certaines choses, il n'est pas correct. Tu sais, des gens, les chars, ça pollue. Non, on va arrêter, c'est une grosse industrie. Puis si on n'avait pas d'auto, on n'aurait pas fait de d'épicerie, on n'aurait pas d'ambulance pour nous amener, puis tout, on sait ce que... Oui, puis là, on va entrer dans un autre volet, mais c'est vrai que tu parlais de choses que j'ai faites ou que je fais encore. Je suis aussi notamment président du rallye de Charlevoix. Puis il y avait le Grand Prix de Trois-Rivières qui l'a fait en circuit routier et le rallye a été le premier événement de rallye nord-américain à amener du biocarburant en 2023 pour les voitures de course. Puis honnêtement, j'ai mené les négociations avec la compagnie en Allemagne pour importer ce biocarburant-là. Et ce que je trouvais fascinant là-dedans, ce qui m'intéressait, c'est que là, tout d'un coup, on parle beaucoup d'électrique. Puis j'ai rien contre l'électrique. Pour moi, l'électrique peut être bien si c'est une option.
j'ai un problème quand on veut imposer l'électrique comme la seule option, comme certains de nos politiciens voudraient. Mais je trouve que le biocarburant, ce qui était fantastique, c'est présentement, il n'est pas disponible parce qu'il est encore très dispendieux. Mais sinon, ce qui est fantastique avec le biocarburant, et le Grand Prix de Trois-Rivières va l'utiliser notamment pour la classe vintage, encore cette année-ci, c'est le fait que tu peux prendre du biocarburant, tu le mets dans ton réservoir, tu ne changes rien à ton auto, puis elle fonctionne pareil. Et nous, au Rallye de Charlevoix, on avait eu l'exemple d'un pilote qui a débuté la compétition avec du racing fuel, en bon français, dans sa voiture. Et puis, il a terminé le rallye avec du biocarburant. Donc, il n'a rien reprogrammé, rien changé et tout fonctionnait. Et ça, je trouve qu'il y a des options comme ça qui peuvent être intéressantes. Puis le temps est pareil? Tu peux avoir différents types de biocarburant, comme tu vas avoir de l'essence ordinaire, super. OK. Et malheureusement, c'est encore très dispendieux aujourd'hui parce que la production est trop faible. Oui. Mais ça pourrait être vraiment quelque chose de très intéressant. C'est développé par Porsche, je ne me trompe pas. Alors, Porsche est en train de développer avec le gouvernement du Chili une usine, mais c'est encore très marketing. Je veux dire, c'est pas en termes de fonctionnement, c'est encore compliqué. Nous autres, avec le Rallye de Charlevoix et le Grand Prix de Trois-Rivières, on avait sélectionné une compagnie allemande. Et eux, ils ont fait homologuer justement leur carburant par tous les manufacturiers allemands. Donc, tu as quelques stations-service à Berlin où un peu comme tu aurais la pompe diesel d'une couleur différente, ben, tu as la pompe biocarburant. Et ça, moi, je trouve que c'est une option qui peut être vraiment très, très intéressante. Puis, y a-tu zéro émission? Oui, celui-là, oui. Il y a différents biocarburants. Tu as des compagnies qui, comme en championnat du monde d'endurance ou de rallye, tu as une autre compagnie qui l'utilise. On ne citera pas les marques, mais là, c'est un carburant avec beaucoup d'éthanol et tout ça. C'est un principe différent. Mais tu as des compagnies comme celle-là qu'on avait choisie en Allemagne ou le projet de Porsche dont tu parles, c'est vraiment de le faire à base de déchets. Donc, il y a même une compagnie qui veut le faire à base de déchets de raisin. Fait que tu as le goût de dire, buvez du vin, puis ça va améliorer la planète. C'est fantastique. Est-ce qu'il y en a au Vodka? Je ne sais pas. J'ai aucune idée. OK. Ben, c'est intéressant, ça. Là, tantôt, j'essayais de tourner à l'entour du pot. Tu ne m'es pas arrivé avec... Tu as passé proche de rencontrer quelqu'un, mais elle a fait de la prison juste pour être sûr de ne pas te rencontrer? Ou c'est comment ça s'est passé? Alors ça, c'est une non-histoire, j'aurais dire. Okay. Non, c'est simplement que j'avais été invité à un moment donné. C'était le départ d'un rallye plus de voitures exotiques et tout ça. J'avais été invité encore une fois d'être dans les juges et tout ça. Et puis, moi, ça me tentait plus ou moins. Il y a des arguments que l'organisateur m'avait donnés à ce moment-là. C'est de dire, parmi nos invités qui vont être comme à la table des juges, il y a Paris Hilton. Fait que, juste pour le côté amusant de la chose, j'avais dit oui. Puis moi, je disais, voilà, je vais luncher, on va être à la table des juges avec Paris Hilton à côté de moi. Et finalement, la place à notre table est restée vide parce que Paris Hilton, c'était dans le temps où elle avait été condamnée par la justice américaine, justement, pour problèmes de drogue ou d'alcool au volant, je me souviens plus. Ou les deux, peut-être. Et sa belle Bentley rose avait été saisie et donc elle n'a pas pu se rendre au Canada. D'ailleurs, tu as une Bentley, là? C'est une histoire... On prend la peinture en rose, en hommage. Partir une série de courses avec des Bentley roses. Je suis sûr que ça marcherait. L'effet médiatique serait fantastique. Je pense du Slow Chrysler avec des Bentley. Je suis pas trop rose, puis moi, je vends du Slow Chrysler, fait que je m'en tiens un Chrysler. OK, c'est bon. Mais l'histoire de Paris Hilton, c'est une anecdote, somme toute. Très, très amusante. Mais en parlant d'anecdotes, as-tu des affaires qui sont croustillantes? Je veux dire, tu as voyagé partout dans le monde, tu parles 8 langues. J'en parle presque aucune convenablement. Mais on parlait des débuts du magazine. Je me souviens, quand j'ai créé le tout premier numéro, je l'ai donc présenté au Grand Prix de Trois-Rivières 90. Okay. Et j'ai évidemment sollicité les médias, y compris les médias des quotidiens du Québec, pour essayer qu'ils parlent du magazine que je venais de créer. Et en fait, c'est que pour l'éditorial, le tout premier édito de ce numéro-là, j'étais allé voir Jacques Villeneuve à Monaco, donc le fils de Gilles, qui débutait, lui, en Formule 3 dans ces années-là, en Italie. J'étais allé le voir à Monaco. Il restait encore chez sa mère, chez Joanne, à ce moment-là. Une très belle maison, je me souviens encore, rue de Giroflée à Monaco. Et il avait fait l'éditorial. Et c'est vraiment lui qui l'avait écrit. Là. Il a le même âge que moi, Jacques, à 3 mois près. Et en fait, donc, on a publié ça. Et dans moi, les arguments que je donnais pour essayer que les médias grand public parlent évidemment de la revue, c'est-à-dire que Jacques Villeneuve avait signé l'éditorial. Il y a un journaliste d'un quotidien qui ne me croyait pas et qui m'a répondu très sérieusement, « Monsieur, si le fils de Gilles Villeneuve faisait de la course automobile, je le saurais. » Alors, il n'était pas encore en Formule 1, Jacques, mais quand même, c'était un petit peu... mettons que c'était pas terrible comme réflexion. Là, fait que ça m'était resté parce que ça m'avait amusé, justement. OK. Ouais.
Fait que c'est une anecdote comme ça par rapport au début. Tu as dû aussi avoir des affaires, justement, des affaires que juste toi avais comme histoire, avec un magazine comme ça. Tu sais, je veux dire, tu as dû être en avant de la parade pour certaines nouvelles ou certaines actualités. Là. Oui, ben disons que moi, le moteur de tout ça, c'est la passion. Tu sais, je veux dire, j'ai toujours... voilà, c'est ça. C'est pour ça que t'es ici. Je pense que quand on est passionné, on compte pas ses heures, on est capable... On arrive toujours à son but quand on est passionné. C'est qui la personne qui t'a impressionné le plus, à part Paris Hilton, mettons, que tu as rencontré dans le monde automobile? Ben, c'est... Un pilote ou... La rencontre avec Ayrton... J'ai eu 2 rencontres avec Ayrton Senna. Okay. Je l'avais vu dans le paddock du circuit Gilles Villeneuve, où comme tous les autres médias, on est allé prendre ses impressions, puis ça avait été extrêmement fade, je dirais. Il avait répondu quasiment oui, non, merci. Puis bon, voilà, c'était resté comme ça. Et en décembre 1993, donc on est dans le fond 5 mois avant sa mort à Imola, il avait disputé la première édition d'une course de karting intérieur à Paris. Et ça a lancé un peu la mode de karting intérieur, dans le fond, cette course-là, parce qu'ils s'étaient battus contre Alain Prost. Ils avaient invité, c'était Pétrolier Elf qui avait mis beaucoup d'argent pour faire ça. Et ils avaient invité Senna et Prost. Et on est le vendredi, et il n'y a pas encore vraiment de médias. Et on est dans une espèce de stationnement où ils ont fait le paddock. À un moment donné, il y a un gars qui avait une combinaison toute blanche qui est là en train en bon français, gosser sur son kart, et je découvre que c'est Ayrton Senna. Et j'ai été lui parler. J'étais tout seul avec lui. Il était juste en train d'affiner les réglages de son kart et tout ça. Et on a jasé pendant à peu près 20 minutes de temps. Et ça a été magique, je vais dire, comme conversation, parce que là, on parle beaucoup de Max Verstappen qui va rouler en endurance puis qui est plus abordable avec le monde et tout ça. Et c'est vrai, parce que j'ai été au Nürburgring il y a quelques semaines, puis il était super fin, super abordable. Quand le monde souvent est fin, on dit « Ah, il n'est pas parlable ». Et Senna, cette conversation-là, une vingtaine de minutes, c'était vraiment parce que j'ai découvert vraiment le côté humain d'Ayrton Senna. Il est décédé 5 mois plus tard, mais ça m'est resté toujours. Pour moi, c'est une des grandes rencontres, même si elle était très courte, même si, somme toute, lui, il m'avait oublié probablement quelques minutes après, mais il y avait quelque chose, il y avait une conversation, un dialogue vraiment très humain, et ça montrait un peu tout le personnage d'Ayrton Senna. Et quand on a appris notamment qu'il avait fait sa dernière saison chez McLaren, où il avait demandé 1 million par Grand Prix, mais qu'on a su après sa mort, parce que tout le monde disait qu'il était à l'argent, Senna, et on a su après sa mort qu'en fait, chaque montant, donc il y avait eu 16 ou 17 Grands Prix, donc 16 ou 17 millions, était retourné à des œuvres qui promouvaient au Brésil pour notamment les problèmes pour les enfants qui n'ont pas défavorisés avec l'école et tout ça. Tu voyais que la grandeur finalement d'un pilote comme ça, c'était pas juste un pilote de course. Et ça, je l'avais découvert quelques mois avant dans cette conversation. Ça m'avait marqué. Juste te dire, tu as rencontré aussi Marcel Duclos, puis lui, il t'oubliera pas. C'est quand même quelque chose. Hein. C'est une autre grande rencontre. C'est une grande rencontre. Mais non, c'est ça, il y en a eu d'autres. Il y a eu des moments moins agréables. Je me souviens d'une année au 24 heures du Mans. J'ai été 32 ou 33 fois au 24 heures du Mans. Quand on parlait de la passion. 2 fois, moi. J'ai adoré. Et il y a une année où il y a un pilote Aston Martin qui est décédé pendant la course. Et, ça fait pas Alan longtemps, Simonson. ça. C'était en 2013. J'étais là. Oui, c'est ça. Et moi, je me souviens parce que j'étais allé me restaurer dans l'hospitalité Audi qui faisait face à l'hospitalité Aston Martin dans le paddock. Et j'avais été vraiment choqué de voir quand le côté commercial prend le pas sur toute autre chose. Qu'on n'arrête pas la course, ça c'est normal parce que c'est comme ça au 24 heures du Mans. Mais que les gens de cette équipe-là, d'Aston Martin, à ce moment-là, c'est plus les mêmes personnes aujourd'hui, là, mais ils n'ont même pas fermé l'hospitalité. Puis tu voyais des gens de l'équipe qui sortaient dans le fond par la porte de côté, qui pleuraient. Il y a un de leurs pilotes qui venait de mourir en course, là. Et puis ils avaient gardé, puis le chef d'équipe était encore là au milieu des invités à boire du champagne et tout ça. Ça m'avait écœuré. Ça, c'est dans les souvenirs négatifs que j'ai vécu de me dire, là, le côté humain venait vraiment de prendre le bord. Et ça, j'aimais pas ça. C'est clair. C'était-tu l'année que Toyota n'avait pas fini la course? C'est dans le même... Dans ces années-là, effectivement, mais... J'y est arrivé à quelques pas de je pense que c'est une Audi qui avait gagné. Toyota ont perdu, avant de gagner plusieurs fois de suite, mais ils ont perdu avec une voiture qui s'est arrêtée dans le dernier tour. La voiture s'arrête. Après 23h58 minutes. Okay. Je peux te dire, le Japonais qui conduisait était en tabarnak. Ouais. Et as-tu la chance de rencontrer des fois des vieilles légendes comme Mario Andretti, quelque chose comme ça, dans ces événements-là? Très chic, monsieur.
Ouais. Mario Andretti, c'est vraiment un chic type. C'est vraiment, lui aussi, justement, un passionné. Tu sais, quand tu es passionné, on dirait que le dialogue est facile parce que les gens, ils le détectent tout de suite. Mais oui, Mario Andretti, c'est... j'ai envie de te dire que les grands pilotes, c'est ceux avec qui tu n'auras jamais de problème. Parce que ces gens-là, ils ont comme... ils n'ont plus besoin d'être désagréables, je veux dire comme ça. Souvent, ça va être des pilotes parfois j'aime pas le mot plus petite série, mais parfois certaines séries où on a l'impression qu'il y a des gens parce qu'ils ont remporté un titre. Ils se prennent un petit Name peu trop dropping. sérieux. Vas-y, name dropping. Nomme-moi, là. Non, Nomme-moi honnêtement, j'ai pas de nom de pilote québécois, mais je me souviens justement, on parlait des 24 heures du Mans, certains pilotes français que j'ai vu être super rough avec des bénévoles à l'entrée juste parce qu'ils ne voulaient pas montrer leur passe en disant « Hey, je suis un pilote de Formule 1, tu ne me reconnais pas. » Tu sais, c'était comme, puis ils n'ont pas eu une grande carrière. Mais voilà, il y a du monde comme ça que tu te dis, ça, c'est pas du monde humainement intéressant. Il y en a. Mais c'est la course automobile, je dirais, c'est le reflet de la vie. Tu as du monde fin, tu as du monde compétent, pas compétent, puis tu as ceux qui essayent de faire croire qu'ils sont compétents, puis c'est les plus désagréables. C'est clair. C'est clair. C'est quoi tes projets futurs, là? Il y en a plusieurs. Disons que pole position au niveau du magazine fonctionne très bien. Donc, quand on se pose ça, c'est longue vie au magazine, papier, ça continue. Ouais, pour l'instant, ouais. Il y a le site web. J'aimerais bien avoir un peu moins d'implication au quotidien parce que c'est un site web d'information de course automobile. À jour. Ça tire du jus, là, ça prend du gaz. Mais sinon, il y a d'autres projets. Je veux dire, là, cette année-ci, je vais être impliqué notamment en tant qu'animateur la série des prototypes Radical qui va être diffusée à RDS. Et puis, voilà, donc avec votre équipe technique, disons-le, là, avec Marie-Hélène et toutes ces personnes avec qui j'ai appris à travailler en 2015 avec la Coupe Nissan, puis que c'est super le fun parce que quand tu t'entends bien avec les gens avec qui tu travailles, puis surtout quand tu travailles avec des gens super compétents, tu es encore plus motivé et passionné. Marie-Hélène, ça commence à être un vieux de la vieille. Voilà. Moi, j'aurais aimé ça qu'il nous parle un peu de la revue. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que l'acheteur de ça, il recherche quoi? C'est quoi l'information qu'on a là-dedans? Tout ça? Sport automobile international, national, régional. C'est-à-dire qu'on va évidemment parler plusieurs pages peut-être sur une édition, c'est toujours des 84 pages. Nous autres, on va avoir une vingtaine de pages sur la Formule 1. On parle du rallye championnat du monde, mais aussi beaucoup championnat canadien. Les grosses épreuves canadiennes comme le rallye Baie des Chaleurs en Gaspésie, le rallye Charlevoix, rallye Défi et d'autres. Donc ça, oui, on va toujours en parler. Après ça, bien évidemment, NASCAR. On parle les séries aux États-Unis, la Cup, l'Xfinity devenu O'Reilly, les trucks et tout ça, mais aussi beaucoup plus la série NASCAR Canada parce que justement, je considère que c'est notre mandat de parler vraiment du sport automobile canadien et québécois. Puis évidemment, le circuit routier, que ce soit des séries comme Super Production Challenge, Prototype Radical, la Coupe Nissan Sentra qui est devenue Challenge Canada, et tout ça, on va en parler, bien entendu. Mais donc, voilà, toute cette information-là. Mais on fait aussi beaucoup de portraits de pilotes, beaucoup d'articles historiques. Parce que c'est vraiment ça que je pense qui est intéressant. Moi, ce que je veux toujours, le mandat que je me donne avec le magazine, c'est que quelqu'un qui achète le magazine ou qui est abonné, qui ait le goût de le garder dans sa bibliothèque, qui ait le goût de le lire chez eux encore quelques mois après. Fait que ça, c'est un élément que j'aime. Puis ta perception de tes auditeurs face à NASCAR Canada, ils voient-tu de l'avenir là-dedans encore? T'sais, on sait aux États-Unis, c'est ultra populaire. Au Canada, c'est une série qui, comme je te dis, j'en fais partie, j'ai une équipe. Ça coûte de l'argent, c'est des commanditaires, c'est plus dur à aller chercher, tout ça. Les auditeurs sont là quand même. Oui, il y a beaucoup de monde. C'est une série qui est, c'est quand même la série numéro 1 dans le sport automobile canadien. Il y a beaucoup de monde. C'est évident que c'est trop dispendieux par rapport au budget. On ne citera pas de nom, mais les grosses équipes dans la série, elles dépensent environ 650 000 par saison pour faire toute une saison. On vient au même principe que Passion, là. À ce niveau-là, c'est... Oui, c'est sûr qu'il y a une image que tu peux aller chercher et tout ça. C'est certain qu'il y a un aspect commercial intéressant avec NASCAR Canada. On ne s'en cachera pas que les estrades, elles sont pleines au Grand Prix Trois-Rivières. Mais je dirais que NASCAR Canada, il ne faut pas oublier que ça fait partie de NASCAR. Et NASCAR, c'est un gros bateau à faire bouger. Donc, nous, on voit ça de l'extérieur, on se dit on aimerait ça qu'il y ait des règles un peu plus souples, que ça coûte moins cher, que quand ils vont rouler, sans mal pour personne, mais quand ils vont rouler à Edmonton, qui a 11 voitures sur la track, tu dis, voyons, il y a des courses au Québec qui rempliraient les estrades et qui auraient 30 inscrits, ce serait donc bien plus le fun. Mais je comprends aussi que c'est pas facile de gérer une série de courses
Et c'est pas facile non plus quand tu as un organisme comme NASCAR en haut de toi qui te dicte un peu quoi faire. Donc, moi, je pense, pour répondre précisément à ta question, que il y a un potentiel avec NASCAR Canada, mais il faudrait vraiment qu'elle devienne plus canadienne, justement, cette série-là. Voire même, bon, là, on sait que c'est Alain Labrosse, qui est un Québécois, qui est aux commandes, mais qu'il ait peut-être plus de pouvoir, plus de choses qui puissent être faites à partir d'ici et pas dictées par les États-Unis. Ça, ce serait déjà une bonne affaire, je pense. Puis l'autre chose, évidemment, c'est d'être capable d'avoir un accès plus facile à des pilotes qui viennent d'autres séries. Parce que, somme toute, si NASCAR Canada et la série élite, la série ultime, ben à ce moment-là, il faudrait qu'il y ait une pyramide pour amener les pilotes là. Il ne faut pas que ce soit juste le budget qui les amène là. Il faudrait aussi qu'il y ait de quoi pour qu'un pilote talentueux se fasse offrir une ride et tout ça. Quand on regarde aujourd'hui, c'est plus facile pour un pilote qui n'a pas d'argent, c'est l'exemple de Raphaël Lessard, qui n'a pas d'argent d'aller rouler dans la série NASCAR européenne plutôt que de venir rouler dans la série canadienne. Et on peut comprendre qu'on a un problème. Là, tu sais. On va l'avoir, nous autres, cette année, pour une course, Raphaël. C'est un petit gars extraordinaire que je trouve. Nous autres, notre pilote, c'est Simon Bien. Il fait des émissions souvent avec Johan. Il est un petit gars extraordinaire que j'adore. Et puis, pour Trois-Rivières, on va avoir deux voitures. On va avoir une voiture qui va être avec... je vais le dire, là, je l'ai oublié. Les Lions. Les Lions, t'emblais ça. Les Lions, puis ça va du slow crosser pour la prendre ça. Parce que justement, ben Jean-Claude, Jean-Claude Payet, qui est un gars que j'adore, qui met beaucoup de temps et d'argent. Oui, puis c'est grâce à des compagnies comme lui que NASCAR. C'est ça qui progresse, puis tout ça. Puis j'espère qu'il y en a d'autres qui vont y aller aussi, tout ça, là, tu sais. Mais là, j'ai perdu. T'as perdu le fil, là, avec les maudits Lions, là. Avec ça. Deux voitures. Tu disais deux voitures avec Raphaël et Simon Dion-Vient, vraisemblablement, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un scoop? Oui, c'est un scoop. Il n'y a personne. Hey, on a deux scoops aujourd'hui. Drummondville. Puis là, on a les Lions. Raphaël Lessard qui va courir pour nous autres là, pour une course avec Simon. Ça va être un tandem extraordinaire, je pense, tout ça. Mais c'est ça qui va activer le NASCAR, tout ça. Moi, ce que je déplore, écoute, c'est que les manufacturiers ne s'impliquent pas plus. Ils s'impliquent beaucoup aux États-Unis, puis moins au Canada. Moi, je te dis, on a essayé, on a eu un petit peu d'aide l'année passée de notre manufacturier. On va les reliciter cette année. C'est sûr, l'industrie automobile, là, c'est difficile avec les autos électriques, puis là, les changements, là, ça revient à l'essence, les thermiques, tout ça. Mais moi, j'y crois parce que les gens qui vont aux courses, là, quand je suis allé à Trois-Rivières, c'est plein. Les gens, c'est des passionnés. À n'importe quelle course que tu vois, les gens, c'est vraiment des passionnés, c'est le fun, tu sais. Oui, puis je pense aussi que pour des manufacturiers automobiles, c'est parce que très souvent, chez certains manufacturiers, on a un peu l'impression que c'est les bureaux comptables qui décident. Là, je parle des sièges sociaux, tu sais, pas des dealers, évidemment. Ah oui, t'as raison. Et il y a ce manque d'ambition parce que c'est clair que, oui, on parle des États-Unis, mais moi, je pourrais te citer des pays, par exemple, comme la Nouvelle-Zélande ou la Finlande. Il y a moins de population encore. La Nouvelle-Zélande, là, prenons l'exemple de la Finlande, qui est un pays européen, on pense, c'est l'Europe, c'est l'Europe. Non, il y a moins de population en Finlande que ce qu'il y en a au Québec. Ah ouais. Puis ils sont capables d'avoir l'exemple de la Nouvelle-Zélande où il y a 5-6 championnats structurés parce qu'il y a des manufacturiers qui investissent. Pourtant, il n'y a pas plus de population. C'est aussi compliqué à envoyer une voiture en Nouvelle-Zélande que de shipper une voiture vers le Canada à partir d'Europe. Hein. On ne peut pas dire que c'est moins dispendieux en termes de logistique, mais il y a une vraie culture. Puis aussi parce qu'il y a cette vision des manufacturiers, justement, qui, eux, ont dit, ben oui, le sport automobile, c'est notre domaine, c'est notre produit, et on va aller chercher cette image. Que tu vendes après ça chez ton dealer des pick-up, des voitures électriques, peu importe. L'important, c'est que le brand, l'image même du manufacturier, les gens, ils l'auront mémorisé et ils vont rentrer chez ton dealer. C'est ça. Je suis content d'entendre ça, là. C'est des paroles magiques pour moi. Non, mais j'apprécie Sirop ça. d'érable pour les oreilles. Parce qu'il y a trop de monde qu'on dirait qu'ils ne le voient pas chez les manufacturiers actuellement. Puis ça va être vu par les manufacturiers. Moi, je les envoie la cassette tout le temps. La cassette? Ah, ça, c'est très tournage. J'envoie la cassette par pigeon voyageur. Le VHS. Non, mais ce que je trouve intéressant, puis ils prennent s'en parler, parce que lui, il va voir en arrière ce qui s'est passé, justement. C'est un gars qui est très au courant de ça. Puis il y a combien de compagnies automobiles qui sont au monde avec les courses. Nous, au Ferrari, si t'as pas des courses, je ne connaîtrais pas. Ford, tu sais, le défi Ferrari, c'est des gars qui sont moi. Qu'il y a combien? McLaren, Mercedes. Lotus. Les gens Lotus. qui sont arrivés, ces compagnies-là, ils sont formés par le succès des courses.
Oui, tout à fait. Oui, puis quand on regarde justement, tu parlais de Ford, Ferrari et tout ça, on en a fait un film, ça a été un film il y a quelques années qui a eu énormément de succès. Ça a motivé, même s'il y a des plans qui étaient déjà prévus, mais ça a motivé Ferrari, puis maintenant à partir de l'année prochaine Ford, à revenir au plus haut niveau de l'endurance. Donc on voit justement que ce côté-là, il est magique, il plaît. Alors, on se dit, pourquoi finalement ici? Parce qu'il ne faut pas comparer avec les États-Unis, il faut comparer avec des populations et des pays qui n'ont pas plus de monde qui vit ou qui sont aussi éloignés que le nôtre. Puis, s'il y a des pays, comme je viens de dire, la Nouvelle-Zélande, qui montrent que le sport automobile, ça marche, de l'associer avec un manufacturier, ça marche. Mais tu as combien de personnes qui vont au Grand Prix de Montréal? Ouais, mais là, c'est beaucoup de touristes. Chiffre officiel ou officieux? Officiel. Ben, officiel, on peut dire qu'il y a environ 100 000 personnes. Ils vont dire 350 000 parce que, comme tout organisateur, hein, c'est la même chose partout, c'est qu'on va compter quelqu'un qui va 3 jours, on le compte 3 fois, bien entendu. Tu sais. Mais ce que je veux dire, parce qu'il a passé 3 fois les gates, mais dans les faits, bon, sur l'île Notre-Dame, il rentre un peu moins de 100 000 personnes, mais c'est quand même un super succès, malgré tout. Pour la population qu'on a. Pour la population. Il faut comparer aussi ce qui est comparable. Le Grand Prix de Monaco, qu'on cite en exemple, mais physiquement, dans les estrades à Monaco, il ne rentre pas plus que 25 000 personnes. Monaco, c'est un Grand Prix de Trois-Rivières, là, en termes de nombre d'estrades. Il faut réaliser ça. Je pense qu'il y en a même plus à Trois-Rivières. Et voilà, mais en même temps, c'est tout l'impact que ça va avoir aussi d'un point de vue médiatisation, la télévision à travers le monde et tout ça. Donc, ces chiffres-là, ils sont importants. Puis, je suis convaincu aussi que des manufacturiers au Canada qui investissent ou qui investiraient dans le monde du sport automobile, si c'est bien médiatisé, il y a vraiment quelque chose à faire. Et l'exemple que tu viens de donner avec NASCAR Canada, on le voit, ça prend quoi? Ça prend des pilotes connus, il y en a. Ça prend une série qui a une crédibilité, elle en a, mais ça prend toute la médiatisation qui va autour. Et ça, s'il n'y a pas l'argent qui est mis autour de ça, on n'y arrivera pas. Donc, on a 2 des 3 ingrédients, il manque le 3e. Voilà. Est-ce que le sport automobile au Québec, tu es ici depuis 90, as-tu vu une évolution, un déclin au travers les années? Oui, il y a un gros déclin pour moi qui est les lois anti-tabac. Players, ça fait mal. Oui, et les autres, on ne s'en cachera pas, on ne citera pas toutes les marques, mais bon, il y en avait quand même beaucoup d'implications de différentes marques. Ça fait très mal parce que, somme toute, moi, quand j'étais kid, je jouais avec des petites autos qui avaient du JPS, en tout cas, on les connaît toutes les marques qui étaient en Formule 1, ça ne m'a jamais donné le goût de fumer. Hein, bon, bref, mais ce que je veux dire par là, c'est que les manufacturiers de tabac, en termes de commandite, mettaient beaucoup d'argent, mais surtout permettaient que le sport automobile canadien soit professionnalisé et médiatisé comme il se doit. Et ça permettait de rejoindre le grand public, justement. Et on a cru, à tort, que les manufacturiers allaient prendre le relais. Parce que le message qu'il y a eu pendant des années, c'était de dire, de la part des manufacturiers automobiles, on ne veut pas investir dans la course automobile parce qu'il y a des marques de tabac, on ne veut pas trop s'y associer. Et dans les faits, c'est là que le déclin a commencé, des marques de tabac. Absolument. Et le déclin a commencé à ce moment-là parce que personne n'est venu remplacer les marques de tabac. Et ça, c'est dommage parce qu'elles avaient amené une médiatisation qu'il y avait juste à cueillir les fruits de cet investissement-là, je veux dire, si d'autres, et dont les manufacturiers automobiles, avaient voulu s'impliquer davantage. Mais Nissan a fait un job incroyable au travail. Bien sûr, il y en a eu. Et j'espère qu'on va reverser ça. Moi, je travaille. Je suis content, honnêtement, Philippe, de te rencontrer, c'est la première fois. Je pense avec des gars comme toi, dans des discours comme aujourd'hui, d'un porte-parole, qui va réveiller un petit peu la flamme chez les manufacturiers. Nous autres, je veux dire, chez Stellantis, ils commencent à y penser, à revenir, tout ça. Mais je peux te dire, Stellantis, il existe une Stellantis Rally Cup maintenant en Amérique du Nord. La particularité, donc dans les épreuves de rallye, c'est que tu peux amener une voiture Stellantis, une marque Stellantis, mais ce qui est drôle, c'est que, somme toute, la compagnie qui a vraiment investi, qui a poussé là-dedans et qui vend aujourd'hui des voitures, d'ailleurs, à plusieurs pilotes québécois, c'est des Peugeot. C'est des Peugeot 208 Rally 4, donc des voitures qui ne sont pas en vente ici, mais qui sont proposés pour faire de la compétition. Donc, exemple, au dernier Rallye de Charlevoix, tu avais 4-5 Peugeot 208 Rally 4 qui se promenaient là, qui étaient dans la région, qui faisaient la compétition aussi. Et puis, finalement, les gens disaient « Waouh, c'est quoi cette auto-là? Là, on n'en a plus ici, des Peugeot. » Ben, c'est une marque de Stellantis et tout ça. Ce que je trouve qui pourrait être intéressant de la part des groupes automobiles, c'est peut-être de renommer. On parle de Stellantis, par exemple. Stellantis avec Peugeot est en championnat du monde d'endurance. Mais pourquoi ils ne pourraient pas renommer du nom d'une marque qui est vendue ici, une application genre en IMSA, par exemple, en Amérique du Nord et tout ça? Je pense qu'il y aurait des choses à faire. Le problème, là, ils travaillent pour amener Leap Motor, qui est un constructeur chinois qui est associé avec Stellantis. Ils regardent avec le gouvernement canadien les négociations avant. On n'est pas au courant, ils ne veulent pas trop nous le dire, puis bon, on comprend pourquoi, là. Le problème qu'ils ont, c'est que les lois,
les normes canadiennes puis les normes européennes sont différentes. Mais entre moi et toi, là, je suis certain que la voiture européenne est aussi sécuritaire que la voiture canadienne sur les routes. Il y a deux éléments de différence. C'est les crash tests de Transport Canada, que nous autres, c'est plus bas en termes de, je pense, c'est 3 ou 5 km/h, alors qu'en Europe, c'est 8. Donc, c'est ça qui fait que certains modèles de voitures de sport, notamment, ne peuvent pas être amenés ici parce que les manufacturiers disent non, regarde, juste pour une homologation canadienne, ça ne nous intéresse pas. Ça, c'est une des raisons. Mais là, tu me dis qu'ils sont plus sévères au Canada? Oui, Transport Canada Okay. est plus sévère en termes de crash test que, par exemple, le pare-choc ne peut pas se déformer à plus que, de mémoire, c'est 3 ou 5, alors qu'en Europe, c'est 8, par exemple. C'est un Okay. exemple. Il y a aussi les normes anti-pollution. On sait que ce n'est pas toujours la même chose et tout ça. Mais moi, je pense que s'il y avait une réelle volonté, il pourrait très bien le faire. Je suis sûr qu'en Europe, les normes d'antipollution devaient être plus sévères. Là, on entend juste parler d'eux autres, puis ils veulent le char électrique, puis tout ça. Ouais. Mais tu sais, c'est une différence qui justifie de ne pas pouvoir avoir d'un produit mondialisé? Non, c'est l'excuse. Ouais. Mais je peux te dire qu'il n'y a bien pas des manufacturiers. Là, on tombe dans la géopolitique. Là, quand Oui, on absolument. tombe Non, là-dedans, on est tout à fait d'accord. Mais oui, je suis d'accord avec toi là-dessus à 100%. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, les groupes automobiles ont une vision Canada égale les États-Unis. Donc, si eux, ils estiment que finalement le marché au niveau des États-Unis n'est pas assez important, ils ne prendront pas nécessairement en compte le marché canadien. Ça, c'est un souci qu'on vit, nous autres aussi. Mais je te dirais qu'aujourd'hui, en tout cas, chez Stellantis, ils voient ça différemment. C'est bien. Écoute, nous autres, là, les pick-up étaient tous faits aux États-Unis. Là, on avait à peu près 60 70 des véhicules faits aux États-Unis. Puis là, ils vont en avoir, la plupart vont être faits au Mexique, on est à peu près 50-50. Pour nous autres, il y a le problème du transport qui est un petit peu plus long. Là. Puis c'est le fun que j'aille la chance de pouvoir en discuter avec toi, puis de voir une autre opinion d'un connaisseur comme toi, qui nous dit, regarde, les normes, il n'y a pas tant de différence. Puis si on pourrait mondialiser ça, on pourrait avoir des Peugeot sur une autre appellation, là, une Dart ou je ne sais pas quoi, là, qu'on pourrait amener, qui pourrait être extraordinaire. T'sais. Fait que ça serait un bon reportage à mettre dans ton magazine, puis tout ça. Oui, puis il y a aussi le fait que, bon, il y a le marché qui n'est pas le même. Si on regarde, tu parles de Stellantis, c'est normal, mais si on regarde, par exemple, Ford, va avoir un paquet de petites voitures en Europe qui n'auront pas nécessairement ici ou qui n'ont plus ici parce qu'ils ont estimé qu'en termes de marché, mais encore une fois, ça ne veut pas dire que l'image que tu peux donner à la marque, c'est un petit peu comme la course automobile. On va dire, bon, en course automobile, on n'a pas beaucoup de modèles de voitures de sport, donc on ne fera pas de publicité. Sauf qu'on oublie de dire que l'équipe qui va à une course, elle a besoin d'un pick-up pour traîner la remorque pour amener son auto. Elle a besoin de gros équipements et tout ça. Donc, le monde de course automobile vont être des gros consommateurs de véhicules, quel que soit le type de véhicule, justement. Et ça, c'est un peu une notion qui est souvent oubliée par certains là-dedans. Ouais, c'est la question d'argent. Parce que chez Ford, il y avait la Focus, tout ça, qui ont fait disparaître pour faire des BUS. Chez nous, on avait la Dart, on a eu des petits modèles. Tous les manufacturiers, nous autres, c'est Tavares que tu dois très bien connaître, là, qui n'a pas été notre meilleur président, je vais te le dire tout de suite. Qui aimait beaucoup la course automobile, ceci dit. Ben oui, c'est ça qui est le pire. Il aimait ça, mais non, mais il voulait pas que... C'est lui qui a scrappé le NASCAR au Canada pour aux États-Unis. Parce que pour lui, la course, c'était les Ferrari. Mais n'oublie pas que ton plus gros marché, c'est aux États-Unis, tu sais, là. Mm-hmm. Disons que Tavares, c'était un peu... Quand il était chez Nissan, il a eu la frustration d'être le numéro 2 de Carlos Ghosn pendant de nombreuses années. Ouais. Il est parti avant le scandale Carlos Ghosn. Il aurait sans doute hérité de la présidence à ce moment-là. Puis lui a une vision, je dirais, franco-portugaise, c'est-à-dire ses origines, dans le fond, du sport automobile, et beaucoup la monoplace et des choses comme ça. Il ne comprenait peut-être pas, justement, l'enjeu du NASCAR. Ça, on est d'accord. Moi, tu m'as convaincu. Je n'étais pas abonné à ton magazine, je m'excuse. Je m'abonne ce soir. Marcel va faire de même. Ben oui. Bon, on va mettre ça. Donnes-tu mon numéro de carte de crédit tout de suite, moi, là? Ou... Ouais, appelle notre service des abonnements. OK, parfait. Fait qu'un gros merci de t'avoir déplacé pour nous autres, parce que tu viens quand même de bon bout. Oui, je réside dans Charlevoix maintenant. J'ai vécu déjà 25 ans dans la région de Montréal, plus que ça même. Puis, c'est sûr. Un gros merci. Puis écoute, on se revoit dans peut-être un an. Ouais. Mais là, Yoann, il veut que je m'abonne moi, mais moi, je vais aller plus loin que ça. Je veux que tout le monde s'abonne. Abonnez-vous à la revue. Vous allez voir, c'est une revue qui va être passionnante, vous ne le regretterez pas. Puis, ça fait bien dans une bibliothèque avec les années, tout ça.
On essaye qu'elle soit passionnante. En tout cas, elle est faite par des passionnés. Ça, je te le confirme. Ouais. Mais c'est pas juste moi, c'est toute une équipe. Il y a beaucoup de gens quand même qui travaillent avec moi, notamment aux pistes de course. Si je ne pouvais pas compter sur cette équipe-là de journalistes, de photographes, responsables médias sociaux, tout ça, regarde, ça ne marcherait pas. Là. C'est une équipe qui gagne, pas une seule personne. On voit que Yoann, avec Passion Auto, connaît les passionnés. Il y a un gars comme Philippe qui est un passionné. Philippe, c'était un plaisir. Merci 1000 fois. Un grand plaisir pour moi aussi. Hâte de se revoir. Merci. Merci beaucoup. Le podcast de Passion Auto est présenté par Duclos Chrysler et par Gasoline Vodka.